Yolana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Delphine. Ça fait 4 ans que je vis en Polynésie française et je ne travaille exclusivement que sur Internet. Alors au passage, je salue tous ceux qui me suivent en Nouvelle-Calédonie, au Québec, en Suisse, en Belgique, en métropole et aux Antilles. Et tous ceux qui arrivent ici aussi et qui sont francophones. Alors aujourd'hui, vaste sujet. Vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, la Nouvelle-Calédonie, collectivité française, va le 4 novembre prochain voter à travers d'un référendum sur son autodétermination. Alors la Nouvelle-Calédonie va peut-être devenir indépendante, ça on le saura qu'après les élections, mais du coup ça m'a donné une idée de cette vidéo. Et si la Polynésie devenait indépendante? Alors déjà, elle ne s'appellerait plus la Polynésie française, mais je vais essayer de développer un petit peu de façon objective et puis n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire pour rebondir sur le sujet. Alors, je vais déjà regarder les conséquences pour la France, mais je vais surtout axer dans un deuxième temps sur ce qui arriverait en Polynésie. Alors déjà, la France perdrait 280 000 habitants, avec évidemment des expatriés à l'intérieur, mais bon, ça nous ferait perdre environ 0,4% de la population totale. Alors je lisais un article ce matin, si la France perdait aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, elle perdrait 0,5% de sa population. Par contre, elle garderait sa 21e place au niveau mondial, derrière la Thaïlande et devant le Royaume-Uni. Alors ça ne changerait pas grand-chose au niveau de la population. Par contre, la France perdrait, sans la Polynésie, perdrait 4167 km². Bon, toutes les terres regroupées, ça fait la moitié de la Corse à peu près, mais néanmoins, elle ne perdrait pas sa place au rang mondial au niveau de la superficie, elle resterait 41e. Alors la France ne verrait pas son PIB diminuer, parce que de toute façon, les calculs se font hors territoire d'outre-mer. Sans la Nouvelle-Calédonie, sans Saint-Pierre-et-Miquelon, sans Wallis-et-Futuna et sans la Polynésie française. Et Saint-Barthélemy. Alors par contre, en termes d'espace maritime, sans la Polynésie, la France perdrait 5 millions de km². La taille de l'Europe. Alors elle passerait de 11 millions de km² à 6 millions de km², et là, elle perdrait sa place de deuxième plus grande superficie mondiale, et elle irait à la 7e place entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande. Alors en dehors des classements, ce qui est dommageable, il faut quand même pas se le cacher, un jour on va y aller, on va aller exploiter sous la mer les terres qui sont vraiment tout au fond dans l'espace maritime, et notamment les terres rares, et notamment le cobalt qui est beaucoup en Polynésie française. Et en plus, la France perdrait une position géographique stratégique. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la France est partout à travers le monde, c'est elle qui possède la plus grande amplitude au niveau des fuseaux horaires parce qu'elle est partout, et y compris dans le Pacifique. Alors l'un dans l'autre, la France y perdrait de sa renommée. La Polynésie française, qu'est-ce que ça changerait pour elle? Probablement des choses très positives, probablement des choses très négatives, on va voir ça tout de suite. Déjà, suite au référendum, l'État français ne partirait pas du jour au lendemain comme ça. Il y aurait une transition, et notamment un accompagnement économique, mais également un accompagnement justement pour la transition pour le nouvel État qui serait créé. C'est ce qui a été prévu pour la Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune raison que ce soit différent pour la Polynésie française. Alors ensuite, les deux États devraient regarder quels liens ils veulent garder ensemble, parce que l'indépendance peut aussi être un partenariat. Alors le plus gros problème à régler, ce qu'il faudrait vraiment régler tout de suite, c'est le problème de la balance commerciale en Polynésie. 147 milliards de francs pacifiques d'importation contre 12 milliards d'exportation. 1 milliard 235 millions d'euros d'import contre 10 millions d'exports. 10 millions 500 000. Essentiellement composé de tout ce qui est perlier, en globalité, avec évidemment aussi le monoeil, la vanille et le copra. Et si un jour il y avait de nouveau un problème sur les perles, ça aurait un impact direct sur la balance commerciale du pays. Alors quelle attitude aurait la Polynésie face à la Chine? Quelles obligations face à la Chine? Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Chine est omniprésente dans tout le Pacifique et beaucoup en Polynésie et de plus en plus. Il y a le tourisme aussi, c'est 13% du PIB, mais il va bien falloir penser à garder aussi les hôtels, les grands hôtels aux normes pour une clientèle haut de gamme. Et quelle retombée pour les Polynésiens? Si la Polynésie devenait indépendante, je pense que le SMIC sauterait complètement. Donc effectivement, on aurait de la main-d'œuvre à pas cher pour les grands hôtels. Pas de problème, ils auraient vraiment une masse de travailleurs pas chers. Mais qu'en est-il des retombées pour les Polynésiens et la Polynésie?
Alors il pourrait y avoir un système effectivement de taxes, d'impôts sur ces grands hôtels. Mais attention, on rappelle quand même qu'il y avait un très grand hôtel très connu sur Moorea qui a fait faillite qui n'a pas fait faillite, qui est parti investir ailleurs tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de taxes, trop d'impôts et que le prix des terres devenait de plus en plus cher. Donc évidemment, si les impositions se font sur tous ces grands hôtels, c'est pas compliqué. Les investisseurs vont aller plutôt ailleurs où il y a moins d'impositions. Ils ne sont pas polynésiens, les investisseurs d'hôtels. Aujourd'hui, ils sont américains, ils sont néo-zélandais et ils sont chinois aussi. Alors aujourd'hui, la Polynésie est endettée à 8,2% de son PIB. C'est pas énorme comparé à la France. Elle a des recettes publiques de 1 milliard 18 millions et des dépenses publiques de 1 milliard 10 millions. Donc à 8 millions d'euros près, elle serait à l'équilibre. Mais ça, c'est en comptant sur une part de soutien financier de l'État français. 74 millions de dotations de fonctionnement global, des dotations pour l'investissement des communes, des fonds de péréquation, dotations au développement des territoires ruraux, les contrats projets. Si on ajoute les dépenses à l'exercice des compétences de l'État et puis l'appui à la compétence de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'éducation nationale, aux droits régaliens, à l'armée et tout ce qui va avec, alors ça fait un investissement de l'État français d'1 milliard 57 millions d'euros par an en Polynésie. Et c'est une somme qui augmente chaque année d'environ 3%. Alors, hormis l'argent, l'État repart aussi avec l'ensemble de ses services publics. Les professeurs du secondaire, l'université, la police, la gendarmerie, etc. Et il y a un ensemble de compétences qui reviendront évidemment à la Polynésie. Le droit électoral, le mariage, le divorce, la filiation, la succession, la politique étrangère. Il va bien falloir que la Polynésie se défende par elle-même et fasse valoir ses droits à l'international. C'est donc la nationalité, les passeports, la carte d'identité, etc. Et plus sous le couvert de la France en tant que pays, État indépendant, c'est-à-dire sans le rayonnement français à l'international. C'est aussi la monnaie, les marchés financiers, les procédures pénales, mais plus que ça, c'est aussi le service pénitentiaire, la surveillance des eaux, la douane, la sécurité, une sécurité des eaux sur une zone géographique grande comme l'Europe, la gestion des communes, la gestion des fonctions publiques, la sécurité, l'enseignement et justement, comment vont faire les étudiants pour faire valoir leur diplôme à l'international? Comment vont-ils faire pour aller faire leurs études en Nouvelle-Zélande? Alors d'aujourd'hui, ils viennent en France ou en Nouvelle-Zélande. Comment vont-ils faire par la suite? Il y a déjà des étudiants polynésiens aujourd'hui aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Mais ils peuvent y être pourquoi? Parce qu'ils ont le rayonnement français, ils sont de nationalité française. Comment vont-ils faire après avec une nationalité polynésienne? C'est possible de le faire bien sûr, mais il va falloir le construire. Il y a des exemples de pays, d'îles autonomes dans le Pacifique. D'ailleurs, l'Australie, elle est 13e au classement mondial économique. La Nouvelle-Zélande, 50e. Alors pour les plus petites îles, c'est pas le même registre. Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils sont 108e. Les Fidji, 147e. Tout ce qui est Vanuatu, Salomon, Tonga, Samoa, ils sont autour de la place 170. On entend souvent les îles Cook en Polynésie comme modèle. Mais attention, les îles Cook, ils sont autonomes, ils ne sont pas indépendants, ils sont reliés à la Nouvelle-Zélande. Au Fidji, le PIB par habitant, il est de 9 000 $. En Polynésie, c'est 15 000 aujourd'hui. Alors comment soutenir l'économie? Je rappelle qu'aujourd'hui en Polynésie, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Par contre, il y a une bonne frange de la population qui voudrait se libérer du poids et de l'autorité de la France. Ils sont 15, 20, 25%. Mais en tout cas, c'est une frange non négligeable de la population. Alors pour plusieurs raisons, on va en parler, ce mouvement indépendantiste a son parti politique, le Tavini, avec son leader Oscar Temaru, qui a créé le Fonds de libération de la Polynésie en 1977. Il porte un projet d'indépendance, mais aussi de plainte contre la France vis-à-vis des essais nucléaires. Il parle de crimes contre l'humanité. Concernant les ressources de ces pays respectifs, doivent revenir au peuple autochtone du pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec notre statut d'autonomie, c'est la France qui a la main mise là-dessus. Et nous savons également que des entreprises, des sociétés de grosses compagnies françaises et européennes s'apprêtent à venir chez nous pour exploiter ces richesses. Et là, nous disons, nous ne voulons pas subir ce que nous avons connu en Nouvelle-Calédonie. Avec le boom du nickel en 1956, il y a eu cette immigration massive qui fait qu'aujourd'hui, le peuple kanak est minoritaire chez lui. Nous ne voulons pas connaître ce sort-là et nous ne contrôlons pas l'immigration chez nous, non seulement française, mais européenne. Et alors donc, je rappelle au comité de décolonisation, à la communauté internationale, que nous voulons contrôler l'immigration chez nous et pouvoir également gérer toutes les ressources qui sont là, qui nous appartiennent, c'est notre pays. Alors je souligne aussi qu'il a été mis en examen par rapport à ses comptes de campagne et
ça n'a pas abouti. Je tenais à le souligner parce que c'est un des seuls politiques polynésiens qui n'a pas été condamné. Et c'est tellement rare qu'effectivement, il fallait le souligner. Il a été candidat aux dernières élections présidentielles en France en 2017. C'est assez bizarre et pourtant il s'est présenté effectivement comme candidat. Rappelons qu'il a un député indépendantiste, Mwetei Brotherson, qui fait partie des députés et qui siège à l'Assemblée nationale en France aujourd'hui. Alors, hormis la question de l'argent et du nucléaire, il y a aujourd'hui une volonté de contrôler son propre destin. Pour une partie, ils ne se sentent pas français, mais sous occupation de la France. Et je crois qu'ils ont l'envie de redevenir maîtres chez eux. La liberté n'a pas de prix, on l'entendait tout à l'heure dans le reportage. Il faut savoir ici qu'il y a des habitants qui se sentent français, mais il y a aussi d'autres habitants qui se sentent colonisés. Ils ont l'impression que la culture polynésienne disparaît, qu'elle est absorbée, qu'elle est lissée, et peut-être qu'effectivement ils ont raison. Alors, est-ce que c'est dû à la mondialisation ou juste avec l'impact de la France? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est une question qui ne m'appartient pas, mais je pense qu'il serait quand même intéressant de demander à la fois aux Français en métropole et aux Polynésiens de savoir s'ils veulent rester français ou s'ils veulent prendre leur indépendance. C'est un sujet délicat. Par contre, c'est un sujet qu'on sent en Polynésie. Et on a l'impression que c'est à demi-mot, que c'est pas dit, mais ça met mal à l'aise. Alors ça met mal à l'aise aussi les Polynésiens. Alors pour certains, ils osent afficher leurs convictions, pour d'autres, c'est plutôt un sujet tabou. Devenir indépendant, ça veut dire c'est comme si aujourd'hui la Bretagne ou la Corse devenaient indépendantes. C'est bien, mais il va falloir trouver un plan pour pouvoir s'assumer financièrement. Alors bien sûr, en Polynésie, il y a des savoir-faire, mais l'économie, c'est quand même un gros point noir, même si aujourd'hui, en Océanie, la Polynésie est une puissance parmi les petites îles, bien sûr, je ne parle pas de l'Australie, est la première puissance économique. Par contre, il va falloir réussir à garder ce niveau de vie, ce qui est vraiment, vraiment difficilement imaginable, envisageable. Alors, ça permettrait à chacun de vivre, évidemment. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a la pêche, on ne mourrait pas de faim. Ce qui me pose plutôt question, c'est ce qu'il y aura à côté, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la jeunesse. C'est tout ce qui gravite autour de ça, et c'est pas le fait juste de survivre, effectivement. Alors, ce qui m'inquiète surtout, c'est la santé, les soins, les retraites, comment on va faire pour soigner les gens, et ça, c'est vraiment une interrogation. Je me demande vraiment comment ça va être viable et possible. Ça veut dire que vous êtes pour l'indépendance? Absolument. Comme vous le savez certainement, j'ai vécu presque 10 ans aux États-Unis et notamment à Hawaï, et j'ai vu, puisqu'on est dans des configurations assez similaires, j'ai vu effectivement les ravages du colonialisme à Hawaï, et c'est des ravages finalement qui sont pas très éloignés de ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Disons que pour moi, je considère l'indépendance comme une clé, effectivement une clé de développement de ce pays, puisque l'indépendance nous permet de ramener la souveraineté dans les mains du peuple de ce pays, tout simplement, et de pouvoir décider de nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais, alors je vous ai fait beaucoup de vidéos, de paysages, etc. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos comme ça sur des sujets un petit peu plus poussés, mettez-le moi en commentaire et puis je vais regarder ce que vous attendez de la chaîne. Et puis on fera d'autres vidéos plus poussées. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt sur Ici et Ailleurs. Nana! Alors du coup, comme tu as été déjà en France, alors qu'est-ce que tu penses toi des liens avec la France? Est-ce que tu es plus pour l'autonomie, parce que c'est un sujet qui est un petit peu sensible à ce moment, l'autonomie, rester comme ça, être un département ou je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? Rester autonomie, d'un côté c'est bien. Et être département, c'est pareil. Sinon, indépendance, c'est mon point fort. D'accord, ok, carrément l'indépendance. D'accord, ok. Alors tu penses du coup que ça serait mieux pour les Tahitiens? Ouais. Pour le boulot, pour tout ça quoi? Là oui, oui. Ouais. Oui.